Bonsoir chers téléspectateurs. L'heure de l'actu en débat, le magazine de la rédaction qui débat des questions de l'actualité nationale et internationale. Nous avons deux thèmes pour notre débat. La primature, les défis qui attendent le nouveau Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga. Et nous allons justement parler de l'affaire Djoliba TV. La presse aujourd'hui est-elle en danger? Bonsoir à tous, une fois de plus. Nous sommes mercredi soir. Bienvenue dans votre émission. Par un décret signé ce 21 novembre 2024, le président de la transition, le général Assimi Goïta, a nommé Abdoulaye Maïga comme Premier ministre. Cette décision marque une nouvelle étape dans la gouvernance du pays, intervenant après la destitution de Choguel Kokala Maïga la veille. Choguel Kokala Maïga, pour rappel, a été nommé en juin 2021. Il aura passé plus de 3 ans et demi au niveau de la primature. Sa révocation intervient dans un contexte de tension croissante au sein du gouvernement de transition. Youssouf Sissoko, bonsoir, merci d'avoir cette télévision de la télévision TM1. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et prompt salutement à toi, monsieur, et bien revenu dans la famille du débat. Merci. Monsieur Léa Diarra, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir cette télévision de la télé. Au plaisir de vous retrouver. Alors, Choguel Kokala Maïga, pour ne pas dire un Maïga s'en va, un autre Maïga le succède. Est-ce qu'on s'attendait à ce départ de Choguel Kokala Maïga? Oui, bonsoir à tous les téléspectateurs et je salue aussi mon co-débatteur Léa Diarra. Et oui, c'est sans surprise parce que depuis pratiquement quelques mois, nous avons vu venir cela parce que la tension était tellement vive au sein du gouvernement et surtout entre ces deux personnalités-là. Et il faut rappeler même à nos téléspectateurs qu'à un moment donné, quand en tout cas Choguel était malade, c'est le général Abdoulaye Maïga qui a assuré l'intérim du Premier ministre et pendant un certain nombre de temps. Alors, et après cet intérim, quand Choguel a repris sa place maintenant, on a senti quand même en tout cas une certaine rivalité. Peut-être que le second avait pris déjà goût de fauteuil primatorial, c'est comme ça qu'on peut dire. Donc disons tout simplement que la tension était très vive parce que on a même vu sur les réseaux sociaux que souvent en conseil de cabinet, l'autre manquait du respect, Abdoulaye Maïga manquait du respect à Choguel, etc. etc. Ok, donc je crois que c'était prévisible. Maintenant, est-ce que le choix d'Abdoulaye Maïga, est-ce que c'est un bon choix, est-ce que ce n'est pas un bon choix? Je crois que on reviendra là-dessus plus tard. Il y a déjà retenu du départ de Choguel Maïga de la primature. Bon, je crois que pour moi, ce n'est vraiment pas une surprise. Ce n'est vraiment pas une surprise. Vous savez, il a évoqué quand Choguel était dans son repos forcé, c'est l'actuel Premier ministre, le général Maïga, qui a assuré l'intérim. Et pour le retour de Choguel, il a fait des acrobaties pour montrer d'abord au président de la transition, au président du CNT, que vraiment il est vraiment bien établi et qu'il peut reprendre vraiment le travail, la vie. Mais Abdoulaye Maïga était déjà, à mon avis, comme un Premier ministre. La preuve, c'est que vous avez remarqué que toutes les fois qu'il y a des activités placées sous la présidence du président de la transition, le général Assimi Goïta, il est représenté par le ministre Maïga. On l'a vu à Kaye, on l'a vu à Nyoro, à Bamako et dans d'autres localités pour le lancement de grands projets qui sont placés sous la présidence du président de la transition. Mais c'est le ministre Maïga qui est là. Donc, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, même pour représenter le Mali aux Nations Unies, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, c'était même un Premier ministre bis. Et vice-premier ministre. Donc, je crois qu'on a fait qu'avec le départ de Choguel, on a fait que confirmer Maïga, quoi. C'est une sorte de confirmation. De Maïga. Ouais. Parce que la présence de Maïga, ça a dérangé beaucoup Choguel, puisque tu as vu, même la dans sa sortie, justement, il a eu à dénoncer beaucoup de choses. Mais en regardant bien sûr avec ce départ et en nommant le général Maïga, on ne peut pas dire que le chef de l'État, le général Assimi Goïta, est en train de redéfinir les équilibres politiques dans un contexte tendu. Non, équilibre politique, je ne crois pas. Bien au contraire, moi je crois j'ai comme l'impression qu'il y a un accaparement total du pouvoir par les militaires. Ça, c'est un fait parce que, imaginez, la transition au départ a été formée par deux composantes, la composante militaire et la composante civilo-politique.
Alors, mais aujourd'hui, quand on essaie de regarder, tous les postes stratégiques pratiquement sont occupés par les militaires. Donc il y a une sorte en tout cas d'exclusion de la composante civile et politique en tout cas de la transition. Je crois que ça, ce n'est pas une bonne chose. Je crois que le président aurait dû faire une autre lecture plus approfondie en tenant compte en tout cas d'un certain nombre de réalités socio-politiques en tout cas de notre pays. Mais malheureusement, il a fait le choix en tout cas de satisfaire ses frères d'armes et d'exclure carrément les hommes politiques. Donc moi je crois qu'il n'y a pas d'équilibre, il y a plutôt un déséquilibre total. Et aujourd'hui, ce qu'il faut craindre, c'est qu'à ce rythme-là, je crois qu'il y a une composante qui risque de ne pas se reconnaître dans ce qui va se passer. Et surtout que tout porte à croire que 2025 va être en tout cas, selon les signes que nous voyons, va être en tout cas l'année des élections. Alors si nous allons aux élections comme ça, sans un large consensus, sans au moins une sorte d'inclusion, une sorte en tout cas d'unanimisme, si vous voulez bien, autour des grandes décisions qui doivent en tout cas régir, si vous voulez bien, les élections, je crains que à la proclamation des résultats, qu'on assiste en tout cas à une crise post-électorale, et c'est ce qu'il faut quand même redouter aujourd'hui. Là, Diarra, l'exécutif, on peut dire, la présidence militaire, CNT militaire, la primature militaire, faut-il avoir peur? Bon, il a dit, on assiste vraiment à une sorte d'accaparement du pouvoir par les militaires. C'est vrai, mais il faut reconnaître que le Premier ministre sortant a une part de responsabilité. Et sa responsabilité est très grande dans cette situation que nous vivons. La preuve, c'est que politique, il est venu parce que c'est les politiques qui ont voulu qu'il soit là. Parce que il y a eu le combat, la lutte du M5, et lui, en tant que président du comité stratégique, c'est comme ça que les gens sont battus pour qu'il soit désigné Premier ministre. Il a eu la primature, il s'est attelé à diviser, à affaiblir ce mouvement. Tu vois que le M5 il a éclaté le M5, il l'a vraiment fragilisé, et dans tous ces discours, tu vois que Choguel était une personnalité, il y avait une sorte de haine. Il était animé de sentiments de revanche vis-à-vis de la classe politique. Est-ce parce que, après la chute du régime Moussa Traoré, et sous le régime ATT, disons le régime Adema, il a été marginalisé? Je me pose souvent la question, je me dis que Choguel est en train de se venger de ce qu'il a vécu sous le régime Adema. Mais est-ce que ça en valait la peine? Je crois que non, parce qu'avant tout, il doit se dire qu'il est politique. Mais sous sa responsabilité, sous sa conduite de l'action gouvernementale, qu'il a été décidé de suspendre les activités des partis politiques. Il n'a rien dit. Et tous ces discours, tu vois qu'il s'attaque à la classe politique malienne. Donc, il est en train de ternir leur image, de les discréditer auprès des militaires. Et je sais qu'ils ont compris. Aujourd'hui, voilà, ils sont pipés pour la classe politique. Divisés, ils ne savent pas quoi faire. Et même après le départ de Choguel, la primature, les gens pensaient qu'on allait faire une consultation, consulter les acteurs et puis faire un gouvernement, mais ça n'a pas été le cas. Moi, je crois que... Bon, Maïga, quand même, au moment où il a dirigé, il a assuré l'intérim, il a donné des gages. C'est-à-dire qu'il a un peu rassuré les gages de bonne foi, justement. Alors, donc, je crois qu'on le crédite encore justement, justement, Maïga est là, on a vu, c'est vrai, en son temps, il avait quand même engagé la discussion avec la classe politique. Alors, selon vous, aujourd'hui, quels sont les défis que doit relever le Premier ministre Abdoulaye Maïga? Oui, avant de répondre à cette question, j'aimerais juste rebondir sur ce qu'il a dit par rapport à Choguel. Effectivement, j'ai l'habitude même de dire que Choguel a récolté ce qu'il a sémé. Parce que, honnêtement, issu de la classe politique, issu du mouvement du M5 RFP, je ne pouvais pas du tout comprendre que Choguel soit le bourreau même de cette même classe politique. Il l'a été pendant 3 ans. Et d'ailleurs, l'inimitié que l'opinion nourrit, en tout cas vis-à-vis de la classe politique aujourd'hui, Choguel en est pour beaucoup. Il en est pour beaucoup. Okay. Je pense honnêtement que, franchement, on ne peut pas défendre Choguel. C'est-à-dire que ce qui lui est arrivé, c'est ce qu'il mérite à mon avis. Maintenant, par rapport à Ablaye, moi j'étais de ceux-là même qui pensaient que même le choix d'Ablaye n'était pas le bon choix. Ça n'engage que moi parce que j'ai parlé tantôt d'accaparement du pouvoir. Et rien que par souci d'équilibre, le président de la transition aurait dû choisir, en tout cas, soit un homme politique ou alors un leader de la société civile. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le Mali est isolé. Nous vivons en vase clos. Il faudrait trouver quelqu'un, un Premier ministre, qui puisse en tout cas ouvrir le Mali à tout le monde, au pays, à nos voisins, à tout le monde, pour qu'on puisse en tout cas sortir de ça.
Maintenant, il a choisi Ablaye. Bon, son choix. Et bon, j'aurais quand même compris aussi qu'il fasse de larges concertations avec toute la classe politique, avec en tout cas la société civile, pour pouvoir mettre en place un gouvernement de large ouverture, un gouvernement d'union nationale, pour que les gens puissent en tout cas se reconnaître dans ça. Mais tel n'a pas été le cas. On a reconduit une équipe, et cette équipe, à mon avis, a échoué. Alors, on ne peut pas reconduire une équipe. Alors, quels sont les défis selon vous qui s'imposent à ce Premier ministre? Pour moi, il n'y a qu'un seul défi, c'est de faire en sorte qu'on puisse en tout cas sortir de la transition. C'est-à-dire organiser les élections, mettre en place tous les mécanismes, réunir toutes les conditions pour qu'on aille à des élections transparentes, apaisées, inclusives, dont les résultats ne seront pas contestés après. Donc vraiment, s'il arrive à réussir cela, il a réussi sa mission. Le reste, pour moi, c'est des détails. Là, justement, qu'est-ce qui va passer? Mais justement, quand on voit le gouvernement, il y a un ministère délégué au Premier ministre avec des questions électorales. Des questions électorales. C'est un bon signe déjà. Bon, c'est un bon signe, mais ce dernier, je crois qu'il était sous la responsabilité du Premier ministre quand il était encore ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, parce que ce dernier, il maîtrise les questions électorales. Et je crois que tout le processus va être conduit sous l'aide du ministre, parce que le ministre de l'administration, il cumule d'abord les fonctions de ministre de l'administration et de premier ministre. Et celui qui gère les questions électorales était chez lui, c'est un expert de maison. Bon, je crois qu'en parlant de défis, il dit qu'il n'a qu'un seul défi. Moi, je crois que les défis sont nombreux, parce qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 2 ans dans une crise énergétique. Il faut tout de suite trouver la solution à ça. Et moi, je crois qu'un signe est que ce matin, j'apprends qu'il doit, ou ce demain, il doit se rendre à la direction de EDM. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont inventer la roue. Et autre défi, c'est la crise sécuritaire. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. La situation sécuritaire est encore préoccupante. Parce qu'on assiste quand même à une sorte à un regain de la violence dans le centre du pays et au nord aussi. Et la crise que nous avons vécue, la crise des inondations, les écoles sont fermées, il y a tout ça, quoi. Je crois que les défis sont... Il faut voir aussi le quotidien du Malien. Aujourd'hui, vraiment, les populations souffrent. Les populations souffrent vraiment. Je crois que les défis sont très énormes, très importants. Et je crois qu'il faut s'atteler à ce que vraiment on puisse vraiment retrouver le souffle, quoi. Retrouver le souffle, assez de défis. Le Premier ministre est interpellé pour pouvoir vraiment relever ces défis et au finish clôturer tous ces défis avec des élections transparentes, crédibles, acceptées par tous les Maliens. Le thème 2 de notre débat a fait Jolibar TV. Il y a des décisions qui marquent un tournant dans l'histoire d'une nation. Des décisions qui ne s'effacent pas avec le temps. C'est le retrait de la licence de Jolibar TV par la haute autorité de la communication, HAC, sur fond de tensions politiques et de pressions transnationales, s'inscrit dans cette catégorie. Une décision lourde de symboles, mais aussi de questions. Alors, messieurs, aujourd'hui, on peut dire que nous sommes en danger. La liberté de presse en danger? Absolument, absolument. Il faut craindre, parce que la situation que nous vivons, il faut se dire que les gens ont peur de parler. On peur de parler, parce que bien avant cette affaire de Jolibar TV, je crois que quand dans le discours, on traite certains Maliens de façon d'Indjougou, qui n'aime pas ce pays-là, qui n'a pas l'amour de sa patrie. On n'a un seul pays, on n'a qu'une seule patrie. Mais je crois que dans le discours, ça dit, les gens sont dans leur propagande à en tirer un discours qui divise les Maliens en 2 clans. Des patriotes et des gens qui ne... antipatriotes, quoi, passez-moi l'expression. Mais je crois que c'est dangereux. Mais ce qui est arrivé, je crois qu'il faut craindre. Il faut craindre, parce que quand tu vois le processus, comment c'est arrivé, c'est un pays qui se plaint, en tout cas, comment on appelle, d'une invitation de quelqu'un, de propos de quelqu'un qui s'est prêté à un exercice sur un plateau. Et on interpelle la personne et on introduit une action, on se plaint auprès de du régulateur contre cette radio. Mais avant, ils ont oublié que, heureusement qu'ils sont en train de soulever le problème. Mais quand il y a eu la promotion des généraux, qu'est-ce que les médias burkinabés n'ont pas dit? Aujourd'hui, la question est sur la table. La première chose que j'apprends que demain, je ne sais pas, ce matin, les responsables doivent répondre à une convocation au niveau du Conseil supérieur. Je crois que ce n'est pas bon pour la démocratie, ce n'est pas bon pour la liberté d'expression, c'est vraiment
ce n'est pas... Parce que dans la constitution, toutes les constitutions maliennes, ça dit il y a... La liberté de la presse, c'est quand même un baromètre pour mesurer pour la santé, la marche d'un pays. Et aujourd'hui, voilà que vraiment c'est alors justement, malheureux. Si ce qu'on avec cette histoire de Djoliba TV, est-ce que ne se pose pas la question cruciale entre l'équilibre de régulation médiatique et la liberté des presse? Mais bien sûr, et la question même fondamentale qu'il faut se poser, est-ce qu'il ne faut même pas revoir maintenant le mode de désignation des gens qui doivent en tout cas siéger dans des institutions comme ça? Parce que j'ai comme l'impression que, et quand tu regardes en tout cas les sanctions, je ne veux pas trop m'aventurer, mais ce qui est sûr, ces sanctions-là ne doivent pas figurer en tout cas dans nos textes, dans les textes qui régissent en tout cas la HAC. Ça c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que c'est la démocratie qui est en train de reculer véritablement. Elle est en train d'être confisquée. Et ce qui est même paradoxal dans ce pays-là, c'est que nous venons d'adopter une constitution. Et les autorités se tapent la poitrine en disant que c'est pour une des rares fois, ou pour une fois, on a mis en place une constitution qui donne en tout cas plein pouvoir en tout cas aux libertés, à la démocratie, etc. Mais quand tu vois le comportement en tout cas des uns et des autres, mais c'est aux antipodes justement de cette même constitution. Donc moi, je dis honnêtement, ce qui a été fait à Djoliba, c'est tout simplement un recul démocratique, c'est tout simplement une atteinte grave à la liberté d'expression, une atteinte tout simplement à nos libertés. Alors comme Laya l'a si bien dit, on ne peut juger la démocratie qu'à l'aune en tout cas de cette liberté d'expression et en tout cas de la liberté au niveau des médias. Mais malheureusement, la HAC doit-elle réguler ou bien elle doit réprimer? Elle doit réguler. Elle doit réguler, c'est d'ailleurs ça sa mission. Mais j'ai comme l'impression qu'elle joue le rôle de gendarme aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit dans tous mes textes, d'ailleurs, il faudrait qu'elle joue à la pédagogie. C'est-à-dire qu'on appelle, ce qui est sûr, je suis convaincu que le Conseil supérieur de la communication de Burkina ne va pas faire comme la HAC en retirant en tout cas ce journal-là, sa licence ou bien son récépissé. Donc moi je pense honnêtement qu'il faudrait que nos autorités comprennent que, comme il l'a si bien dit, nous n'avons que le Mali. Et tout ce que nous disons, c'est pour justement, si nous critiquons, c'est pour que les autorités puissent s'améliorer, puissent corriger en tout cas leurs erreurs, pas qu'on est contre ou bien qu'on est à la solde de X ou de Y. Donc moi je crois que c'est ce qui manque beaucoup à nos autorités et c'est pourquoi toutes ces pratiques-là, et j'ai dit encore une fois de plus, la crise sociale, la crise sociopolitique est la mère de toutes les crises. Que Dieu nous en préserve. Là, pourquoi est-ce que ce régime, si je peux me permettre, a-t-il peur des critiques? Bon, il faut reconnaître que c'est d'abord, avant tout, il faut reconnaître que ce sont des militaires. Les militaires, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, ils acceptent difficilement les critiques que nous sommes habitués à faire aux politiques. Les politiques, ils ont vraiment le dos large. Ils supportent tout. Mais ce n'est pas la première fois qu'on vit une transition. Parce qu'on a vu, même sous la courte transition exercée par Aya, moi je crois que les médias n'étaient pas muselés. Les gens ils écrivaient ce qu'ils voulaient. Ils disaient aussi sur les plateaux ce qu'ils disaient. Mais il ne s'agit pas, parce qu'aucun journal ne peut se donner le luxe, la liberté, ou aucune chaîne de télé ne peut se donner la liberté de tenir un discours, d'accepter que les gens tiennent des discours incendiaires sur son plateau. Dieu nous en garde, je crois que ça ne va pas arriver. Mais que la liberté, de là à nous mettre vouloir nous mettre dans un carcan, moi je crois que c'est là le problème. C'est là le problème. Parce que quand un journaliste a peur de s'exprimer, je crois que c'est très grave. Aujourd'hui, si on arrive au cas de Djoliba TV, c'est vrai que c'est Djoliba, ça peut être une autre chaîne demain. Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi la faute des fêtiers de la presse? Tout à fait. Aujourd'hui, tout le monde voit. Tu sais que depuis que le problème est intervenu, on n'indexe que la HAC. Parce qu'on dit que est-ce que la HAC est dans son rôle? Parce que quand on voit les textes, je crois que pour le retrait de la licence, moi je crois que les textes sont clairs. C'est-à-dire dire que la HAC doit tout de suite retirer la licence de la chaîne, moi je crois qu'ils sont allés très vite. Et surtout que c'est les autorités d'un pays tiers qui se plaignent du comportement de cette... je sais pas moi, des propos qui ont été tenus sur cette chaîne. Oui. Moi je crois que c'est vraiment très grave. Et j'espère que les actions qui sont en cours vont permettre un dénouement heureux de la situation, je l'espère bien.
Sissoko, est-ce que quelque part, nous-mêmes journalistes, nous ne sommes pas fautifs dans la situation? On a notre grande part de responsabilité, ça il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, moi j'avais au départ le premier communiqué fait par la maison de la presse, moi je me reconnaissais dans ça. Mais après, je sens quand même que on me a mis beaucoup d'eau dans le vin, mais ça se comprend aussi parce que paraît que les négociations sont en cours. Effectivement, nous avons notre part de responsabilité. Nous sommes d'ailleurs comme les journalistes à avoir le courage de passer sur le plateau. Ouais, très peu. Et d'ailleurs, certains nous censurent. Je vous remercie, en tout cas, je vous félicite parce que vous donnez la parole à tout le monde. Moi, je crois qu'il faudrait que les journalistes sortent de ça, de cette peur-là, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre. Nous ne disons que ce que nous pensons de la situation. Et je pense que, franchement, il faut que les journalistes continuent comme ça. Souvent, c'est au prix, en tout cas, de beaucoup de sacrifices, mais acceptons cela. Donc, moi, je crois qu'il faudrait que nos fêtières montent toujours au créneau. C'est vrai, il faut donner toutes les chances aux négociations. Maintenant, si les négociations n'aboutissent pas, allons à d'autres stratégies, parce que nous ne devons pas accepter que, en tout cas, ces médias-là, et vous l'avez dit, aujourd'hui c'est ce média-là, demain ça peut être pour lui, ça peut être pour moi, etc., etc. Donc moi je crois qu'il faut que les fêtières, les journalistes, que tous les hommes des médias s'assument et qu'on se donne la main pour au moins former un front et nous battre pour en tout cas le respect de la liberté d'expression. Naya, alors, quand on voit avec ce qui se passe, on peut dire que la régulation des médias, est-ce qu'on peut encore se revendiquer d'une logique démocratique? Bon, la démocratie, quand même, on dit qu'elle a reçu un grand coup. Un grand coup. Depuis déjà le renforcement des institutions, on a compris. Parce qu'on est rentré dans une phase où, vraiment, on ne peut plus se permettre le comportement d'avant. Parce que quand il y a élection dans ce pays, un pouvoir démocratiquement élu, mais je crois que les citoyens n'ont pas de crainte, mais les gens qui ont les armes, il y a la crainte qui est là. Parce que même sur un plateau, ou bien quand tu prends la plume, tu réfléchis 1000 fois avant de coucher un mot sur ton papier ou de dire quoi que ce soit sur le plateau, quoi. Moi, je crois qu'un régime militaire est vraiment différent des régimes civils. Donc, le contexte a changé. Mais c'est malheureux parce que c'est nous qui subissons, c'est nous qui souffrons de cette situation, nous, acteurs de médias. Alors, pour refermer notre débat, aujourd'hui, vous, hommes de médias, comme Naya vient de dire, vous travaillez avec, et on réfléchit beaucoup. Est-ce à dire que la peur aussi a changé de camp au niveau de la presse? Bon, là, comme il a si bien dit, on est d'abord dans une période exceptionnelle. Et que les tenants du pouvoir sont ceux qui ont, en tout cas, ceux qui disposent des armes. Et souvent, on a peur justement de les affronter. Mais moi, je pense que jusque-là, il y a quand même des hommes et des femmes au sein de la presse qui ne sont pas prêts à se taire. Parce qu'ils veulent qu'on se taise et on ne se taira pas. Voilà. Naya, tu ne te tairas pas. Bon, parce que j'ai choisi d'être journaliste, je ne veux pas me taire. Alors, c'est sur ce mot que se referme notre débat. Merci, chers téléspectateurs. Nos invités étaient Youssi Sissoko, journaliste, directeur de publication du journal Alternance. Naya Diarra, journaliste au quotidien Soir de Bamako. Quant à moi, je vous dis au revoir. Restez à notre compagnie. D'ici là, que Dieu bénisse le Mali.